Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Pauline, on a décidé de vous présenter un article qui traite des performances rythmiques chez un patient atteint d'une dysarthrie hypokinétique modérée. Alors, cet article a été écrit par l'équipe de Anja Loït, qui est une équipe assez active dans le domaine de la dysarthrie hypokinétique, et cette étude se base sur d'autres études antérieures de la même équipe. Donc, pour rappel, la dysarthrie hypokinétique est un trouble moteur de la parole qui survient chez 70% des patients qui ont la maladie de Parkinson. Elle se caractérise par une hypophonie, donc un volume vocal beaucoup trop faible, et une dysprosodie, donc vraiment des variations dans la mélodie vocale. Elle représente à elle seule 8% des dysarthries globales, et on retrouve dans cette dysarthrie hypokinétique une imprécision des voyelles et des consonnes qui a un impact important sur le pattern syllabique. Alors, au niveau de la littérature actuelle, il y a peu d'études sur les performances rythmiques dans la maladie de Parkinson. Donc, dans les quelques papiers existants, les chercheurs ont tendance à se demander à quel point les mesures rythmiques reflètent réellement le rythme et ne sont pas simplement dues à des variations de la vitesse de parole. Donc, comme le montre Loït dans une étude en 2014, l'articulation et plus précisément le phrasé ont un réel impact sur les performances rythmiques dans la maladie de Parkinson, qu'on nommera PWPD pendant toute la présentation. Donc, étant donné qu'il y a peu d'études, les chercheurs ont essayé de répondre à un certain manquement de la littérature actuelle dans ce domaine. Donc, tout d'abord, le fait qu'il y ait peu d'adaptation d'outils pour les dysarthries modérées. Ensuite, étant donné que la plupart des études se basent sur des tâches de lecture à voix haute, qui est une tâche assez structurée, il serait intéressant de voir si une évaluation plus naturelle, plus écologique, est tout aussi efficace pour mesurer les performances rythmiques. Et enfin, étant donné que beaucoup de patients ayant une dysarthrie hypokinétique ont également des troubles du rythme, il serait tout à fait pertinent d'inclure des mesures rythmiques dans l'évaluation de ce type de patients et dans leur prise en charge. Pour cela, il serait nécessaire de créer des outils adaptés. Au niveau des questions de recherche, Loït et son équipe en formule 3. Donc tout d'abord, est-ce que les mesures rythmiques acoustiques sont-elles aussi sensibles aux changements articulatoires chez des locuteurs atteints d'une dysarthrie modérée? Et par mesure rythmique acoustique, on entend tout ce qui touche aux intervalles vocaliques, consonantiques, la stabilité et la fréquence de ceux-ci dans les tâches de parole qui ont été proposées au sujet. Ensuite, il se demande s'il est possible de détecter des changements articulatoires dans la lecture à voix haute, aussi bien que dans une tâche de langage spontané. Et donc, est-ce que les mesures impliquées sont similaires dans les deux tâches? Donc, ça permettrait de voir si une évaluation plus naturelle est effectivement aussi efficace. Enfin, il se demande quel est le lien entre les performances rythmiques en lecture à voix haute, en langage spontané et dans une tâche de diadococinésie chez des locuteurs avec une dysarthrie et chez les contrôles sains. Donc, les diadococinésies qu'on nommera DDK par la suite pourraient être une alternative aux mesures de rythme de la parole. En effet, les diadococinésies, désolée pour ma voix, mais voilà, les diadococinésies permettent de regarder la rapidité de mouvement articulatoire, donc les mouvements de la langue, de la mâchoire, des lèvres, mais également la régularité de ceux-ci. Donc la régularité pourrait être un bon indicateur des mesures de rythme. Au niveau de la méthodologie à proprement parler, les participants ont été récupérés d'études précédentes également menées par Loït. Donc, parmi les 42 patients atteints de la maladie de Parkinson, les 10 plus représentatifs ont été sélectionnés. Donc, c'était les 10 plus représentatifs d'une dysarthrie hypokinétique modérée. Et parmi les 20 sujets contrôle, les chercheurs ont sélectionné les 10 plus appariés à ces sujets atteints de la maladie de Parkinson. Donc, tous les participants étaient des hommes âgés de plus de 50 ans et de langue maternelle anglaise. Au niveau de l'analyse des données, donc les tâches prises étaient celles de l'étude initiale, donc la tâche de lecture à voix haute, la tâche de langage spontané et la tâche de diadococinésie. Les groupes étaient bien appariés, donc on ne voyait pas de réelle différence intergroupes, mis à part au niveau des disfluences et des digressions. Les enregistrements sonores ont été effectués via Tascamdat, donc c'est le petit enregistreur qu'on voit là, et les analyses acoustiques ont été faites via Pratt. Donc pour celles qui ne le connaîtraient pas, Pratt est un logiciel gratuit qui permet d'enregistrer, de visualiser, d'analyser des signaux acoustiques. Donc il est vraiment utile pour détecter différentes atteintes de la parole et ou de la voix.
Donc pour ce qui est des questions de recherche, la première question donc, qui était de savoir dans quelle mesure les mesures acoustiques rythmiques pouvaient être indicateurs de la dysarthrie hypokinétique. Les chercheurs ont retenu une seule mesure pour différencier les deux groupes, qui est le pourcentage vocalique. Ce pourcentage est vraiment la quantité d'intervalles vocaliques dans un épisode de parole comparé à l'épisode total, donc vraiment un pourcentage d'intervalles. On voit que ce pourcentage est augmenté chez les patients avec une maladie de Parkinson. Donc ils ont beaucoup d'allongements vocaliques dans la parole. Et on peut aussi mettre en avant la vitesse articulatoire qui est augmentée chez les patients parkinsoniens comparé au sujet contrôle. Et ces différences étaient évidemment significatives pour les deux groupes. La deuxième question, donc, qui traitait de la détection des troubles, soit en langage spontané, soit en lecture à voix haute. On voit que le langage spontané est aussi, voire plus significatif que la lecture à voix haute, donc une tâche plus structurée, et qu'il serait même un meilleur indicateur de la différence entre les deux groupes au niveau de la parole, du rythme de la parole. Et les personnes avec une maladie de Parkinson ont moins de différence entre la lecture à voix haute et le langage spontané que les contrôles par rapport aux mesures de rythme. Cependant, cette information est à nuancer puisque jusqu'ici, les études se centraient beaucoup sur le contrôle moteur et moins sur les mesures rythmiques de la parole. La troisième question, donc, qui investiguait le lien entre la lecture à voix haute, le langage spontané et les diadocosynésies, voit comme réponse une corrélation entre les diadocosynésies et le langage spontané et les deux tâches corrèlent avec la vitesse articulatoire pour les deux groupes. Et on voit également une corrélation négative entre la vitesse d'articulation et plusieurs données rythmiques, tant en lecture à voix haute qu'en langage spontané pour les deux groupes. Donc plus la vitesse articulatoire est lente, plus on verra de variabilité dans le langage des patients. Alors, au niveau de conclusion, donc on voit que le langage spontané est vraiment plus efficace au niveau de l'évaluation des différences rythmiques que la tâche de lecture à voix haute. Et la tâche de diadocosynésie n'est pas pertinente pour mesurer le rythme, mais pour des mesures plus motrices. Donc, ce que je voudrais vraiment que vous reteniez de ce petit exposé, c'est que la tâche de langage spontané permet une évaluation plus sensible du trouble du rythme chez les patients avec une dysarthrie hypokinétique modérée. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? En fait, moi, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent uniquement aux dysarthries modérées et pas à toutes les dysarthries hypokinétiques en général. Ça, c'est un choix des chercheurs qui voulaient vraiment se centrer sur cette population-là et qui ont sélectionné dans les études précédentes vraiment 10 patients très représentatifs. Ok, merci. Alors moi, j'ai une petite question aussi. Je trouve ça très intéressant d'utiliser le langage spontané, mais on est toujours confronté à la difficulté qui est de la reproductibilité, en fait. Comment est-ce qu'on utilise le langage spontané pour établir une ligne de base, en sachant que les gens, 3 mois après, peuvent parler d'autres thèmes, etc., et qu'en fait, l'affluence, le rythme, ça peut aussi être influencé par la prosodie, le thème dont les personnes décident de parler. Est-ce que vous avez des idées ou des conseils pour nous? Comment est-ce qu'on utilise le langage spontané comme instrument reproductible pour collecter des données intéressantes? Alors ici dans l'article, pour ce qui est de l'étude du langage spontané justement, ils épuraient un peu le langage qui était produit par les patients. Donc ils enlevaient tout ce qui était pauses trop longues, tout ce qui était des grosses disfluences qui peuvent se retrouver dans la maladie de Parkinson. Et ils analysaient alors le langage, entre guillemets, le meilleur langage produit par les patients. Et comment est-ce qu'ils élicitaient le langage spontané? Comment? Pas bien compris. C'était quoi la tâche de langage spontané utilisée? C'était juste raconter un épisode, un souvenir, et alors de là, ils prenaient les meilleures séquences du patient. D'accord. C'est certain également pour les patients aphasiques, pour tous les patients adultes comme ça, que si on prend un thème qui est plus personnel pour le patient, ou qu'on lui demande racontez-moi ce que vous faisiez comme métier, quelles étaient vos passions, qu'on a plus de chances que le patient soit plus fluent quand même, qu'il maîtrise mieux le sujet aussi, et que donc on ait un échantillon quand même plus, un peu plus qualitatif, on va dire.
moi, j'avais encore une question, parce que je ne suis pas sûr d'avoir compris votre conclusion. À un moment donné, vous dites que les diadococinésies ne sont pas un bon outil pour étudier le rythme chez les patients avec une dysarthrie hypokinétique. Or, je pense que c'est ce qu'on utilise généralement en routine clinique. Est-ce que vous pouvez essayer de répéter une fois, pour les gens un peu lents comme moi, pourquoi vous pensez que les diadococinésies ne sont pas un bon outil? Et voilà. Ici, en fait, ce qu'il disait dans l'article, c'est que les diadococinésies n'étaient pas un bon outil pour évaluer le rythme, mais bien pour évaluer tout ce qui est production motrice, ce qui est plus souvent fait dans les recherches, en tout cas. C'est ce que l'article disait, en tout cas. Les résultats n'étaient pas significatifs, en fait. C'est-à-dire que les diadococinésies n'étaient pas significativement différentes entre les deux groupes, c'est ça? D'accord. Pas d'autres questions? D'accord, merci beaucoup.